Mesdames, Messieurs, bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle analyse rapide de codex. Je vous dis ce qu'il faut savoir sur les Necrons. Bienvenue dans la Wargame Room. Si vous aimez le contenu proposé par la chaîne, je vous invite à vous y abonner, à mettre des pouces bleus et à mettre votre avis en commentaire. Si vous voulez me suivre sur Twitch, je suis en live les lundis et jeudis à partir de 21 h. Et si vous voulez supporter la chaîne dans son développement, vous pouvez le faire via un don sur Tipeee, le lien est dans la description. C'est parti pour l'analyse Necron. On va aborder en premier les aptitudes générales. L'aptitude code dynastique nous dit simplement que si notre armée est entièrement composée d'unités Necron, on va pouvoir bénéficier de ces codes dynastiques qui donnent des bonus à l'armée selon lequel on choisit. La règle cour royale est simplement une hiérarchie au sein de l'armée Necron. On va devoir prendre le seigneur de guerre qui a le plus haut statut dans l'armée. Si on a le roi silencieux, ça sera forcément lui le seigneur de guerre. Sinon, ça devrait être une figurine Pharaon, ou alors un tétrarque, ou alors un dynaste, ou alors n'importe quel personnage. La règle agent dynastique et dieu stellaire nous dit simplement que si l'on inclut ce genre de figurine au sein de notre armée, ça ne va pas casser le détachement et on ne perdra pas les bonus liés à la dynastie, vu que ces personnages figurines ne peuvent pas bénéficier de ces codes. On a ensuite des aptitudes qui sont directement attachées à certaines unités dans le codex. La première, c'est translocation dimensionnelle. Ça nous permet, au moment du déploiement, de placer l'unité qui a cette aptitude en renfort stratégique. Elle pourra arriver à partir du deuxième tour à plus de 9 pas d'unité ennemie. On a après l'aptitude métal organique, donc les unités qui ont cette aptitude-là se verront récupérer un point de vie perdu à la phase de commandement. Vient ensuite la règle la plus connue du codex Necron, les protocoles de réanimation. Ça nous permet, à chaque fois qu'une unité ennemie tire ou tape sur une de nos unités qui a ce protocole de réanimation, lorsque l'on va perdre des figurines, on va simplement jeter un nombre de dés équivalent à leur nombre de points de vie, et sur un 5+, on relèvera des figurines. À savoir que si la figurine a un seul point de vie, il suffira de faire un 5+ pour en relever une. Si par contre on perd, admettons, 2 figurines à 3 points de vie, on va jeter 6 dés, et il faudra absolument qu'on ait fait 3 dés minimum à 5+ pour pouvoir relever une figurine. On ne peut pas relever une figurine sans son nombre maximal de points de vie. À savoir que les unités qui sont ramenées dans l'unité ne comptent pas comme ayant été détruites par rapport au test d'attrition et de morale. La règle précise qu'elle ne peut pas être améliorée de +1 ou de -1. On ne pourra jamais faire un protocole de réanimation à 3+. Vient ensuite la règle des protocoles de commandement. Cette règle, il faut la prévoir puisque on va le faire après le déploiement mais avant le jet d'initiative. On va pouvoir sélectionner donc 5 protocoles et les appliquer selon les tours de jeu. On va devoir prévoir donc à l'avance quel protocole sera utilisé au tour 1, au tour 2, au tour 3, au tour 4 et au dernier tour de jeu. À savoir que chaque protocole a 2 effets. On n'est pas obligé de choisir justement cet effet avant la partie. On va pouvoir le choisir sur le moment, au début de notre phase de commandement, lorsqu'on activera ces protocoles. Pour les activer, il faut que notre seigneur de guerre soit sur la table, et pour que les unités en bénéficient, il faudra qu'elles soient à moins de 6 pas d'une figurine personnage de l'unité. Certains de ces protocoles sont assez intéressants, ils vont impacter parfois le mouvement, nous donnant plus en mouvement, nous permettre de relancer parfois un jet, un dé sur le protocole de réanimation, ou encore augmenter la portée des auras, ou améliorer la capacité de métal organique. La seule chose, c'est qu'il va falloir prendre en compte la partie et un petit peu prévoir ce qu'on va faire sur 5 tours pour avoir les bons protocoles au bon moment. Et c'est là, souvent, que c'est le plus délicat. On en vient ensuite au code dynastique, c'est un petit peu l'équivalent des traits de chapitre, par exemple d'un codex Space Marines, ou encore des cultures de clans d'un codex Orc. Ça nous permet d'avoir plusieurs bonus selon quelle dynastie on choisit. J'en ai retenu quelques-unes, 2 qui me semblent être les plus intéressantes à jouer et celles sur lesquelles vous allez souvent, je pense, le plus tomber, ainsi que des dynasties qui sont custom. On va avoir aussi la possibilité de choisir des dynasties, de piocher dans une liste et en fait d'avoir plusieurs effets pour mixer et faire une armée un petit peu plus originale. À savoir que ceux qui sont pris le plus souvent, c'est le code qui nous permet d'avoir objectif sécurisé sur toute l'armée et le code qui permet de faire 6 pas de mouvement avant le début de la partie. Le premier code dynastique que j'aime bien, c'est celui de Mefrit. Il nous permet d'être plus fiable au tir. Ce code nous permet d'avoir +3 à la portée de nos armes de tir, hormis les pistolets. Il nous permet aussi d'avoir une PA améliorée de -1 si l'on tire sur une unité qui est à moins de la mi-portée de notre arme. Pour finir, on aura un protocole de prédilection, l'Astre Vengeur, et on va pouvoir, lorsque on aura sélectionné ce protocole, appliquer les 2 effets au lieu d'un.
Il y a d'ailleurs un stratagème associé à cette dynastie qui, pour un point de commandement, vous permet, sur les blessures de 6 lorsque vous ciblez une unité ennemie, de faire une blessure mortelle pour un maximum de 3. À savoir que ce stratagème talent pour l'annihilation ne se fait qu'à la phase de tir. Et la deuxième dynastie dont je voulais vous parler, c'est la dynastie Novok. Moi, c'est un petit peu ma préférée parce que je suis plus un joueur de corps à corps et d'agression directe. Du coup, ça facilite le corps à corps. Vous l'aurez compris. Ce code dynastique vous permet d'avoir +1 à vos jets de charge, et en plus de ça, vous allez avoir une PA améliorée de -1 lorsque vous allez charger ou que vous avez été chargé ou fait une intervention héroïque. De plus, vous aurez accès aux 2 effets du protocole de néant à vide au tour auquel vous l'aurez sélectionné. On aborde maintenant les stratagèmes. Je trouve qu'il y en a vraiment beaucoup d'intéressants dans ce codex. Je pense que cette armée est quand même assez consommatrice de points de commandement si on veut fiabiliser certaines choses. Je vais vous en citer quand même quelques-uns que je trouve vraiment sympas. Le premier, protocole d'extermination. Pour 2 points de commandement, on va pouvoir, sur une unité donc de Destroyer Locust ou une unité de Destroyer Locust lourd, relancer nos jets de blessure sur l'unité. Ce stratagème se fait à la phase de tir. Ensuite, on a Tornade de lame qui, pour 2 points de commandement sur une unité de dépeceur, va vous permettre à la fin de la phase de combat de retaper avec cette unité. Anciennement, on avait tous dans tous nos codex la possibilité de retaper avec un peu n'importe quoi. Bah là, dans le codex Necron, c'est associé aux dépeceurs, il n'y a que eux qui peuvent faire ça. Le stratagème protecteur éternel qui, pour 1 point de commandement sur une unité de factionnaire, va vous permettre, lorsque ces factionnaires sont à moins de 3 pas d'une unité noble, ces factionnaires vont gagner +1 attaque à la phase de combat. Puis les impérissables se relèvent, c'est un stratagème qui coûte 1 point de commandement, qui s'utilise lors de votre phase de commandement sur un technomancien, et on va avoir la possibilité d'utiliser son rite de réanimation une deuxième fois. On a ensuite le stratagème frappe anthropique qui, pour 2 points de commandement sur un Cthane lors de la phase de combat, va vous permettre d'ignorer tout simplement les sauvegardes invulnérables de l'adversaire. L'offensive implacable, pour 1 point de commandement, on va cibler donc une unité infanterie base de notre armée, qui va pouvoir, avec ses armes à tir rapide, faire des touches supplémentaires sur les 6 à la touche. Très certainement à comboter avec le condensateur de désintégration, qui pour 1 point de commandement vous permet sur une unité Necron équipée d'armes Gauss, sur des 6+ à la touche, de faire une blessure automatique. Sur un pack de 20 guerriers Necron, ces 2 stratagèmes sont assez sympas, je les ai souvent utilisés, et c'est vrai que ça fiabilise beaucoup les tirs, parce que les armes Necron, on le rappelle, ne sont pas, surtout celles sur les infanteries de base, ne sont pas complètement folles. Là, on a un peu plus de fiabilisation et on a du coup une grosse saturation de tir quand on met ça sur un pack de 20 guerriers, par exemple. On termine avec l'assaut tourbillonnant qui, pour 1 point de commandement sur une unité, donc à n'importe quelle phase, sur une unité Seigneur Scorpec ou Destroyer Scorpec, ils auront -1 pour être blessés. On aborde maintenant les arcanes de Cryptek. Ce sont des équipements ou des capacités spéciales que l'on peut rajouter sur des personnages Cryptek, donc avant la partie, pour un certain nombre de points à mettre dans sa liste d'armées. On en a quelques-uns qui sont assez sympas, d'autres très anecdotiques. Quelques effets sympas comme faire des blessures mortelles, ou encore amoindrir la capacité de tir de l'adversaire, ou rendre une de nos figurines inciblable. J'en ai quand même gardé quelques-unes dont je vais vous parler plus précisément parce que je les trouve plus intéressantes. La première, nanomine contratemporelle, ça se met sur un chronomancien. Alors le chronomancien, à savoir que c'est celui qu'on va souvent envoyer un peu plus au charbon puisque c'est lui qui nous fait relancer des charges. Ça va lui permettre à ce chronomancien de sélectionner une unité ennemie, donc la plus proche visible à moins de 18 pas, et de diviser par 2 ses mouvements d'advance et de charge. Cette capacité spéciale se met sur un chronomancien, ça tombe bien, c'est celui qu'on envoie souvent au charbon parce qu'il nous permet de relancer des charges. On va sélectionner une unité ennemie à moins de 18 pas de lui, et on va tout simplement diviser sa capacité à se déplacer, donc à faire des advances et des charges, par 2. Et c'est plutôt pas mal lorsque l'on a envie de couper la mobilité à des unités très rapides ou encore couper la mobilité à une unité qui allait nous rentrer dedans. La deuxième que je trouve très sympa, c'est la surcharge d'urgence. Ça va se mettre sur un technomancien cette fois-ci. Ça va nous permettre à la phase de combat, et ce jusqu'à notre phase de commandement suivante, de sélectionner une unité Canoptech à moins de 9 de cette unité technomancien, et on va rajouter aux unités à l'intérieur plus une attaque. Si on cible une unité qui est véhicule ou monstre, ça sera des 3 attaques. Les Necrons n'ont pas de phase psychique, par contre ils ont les pouvoirs de Cthane. On va pouvoir les sélectionner avant la partie et les ajouter au profil de nos Cthane. À savoir qu'ils ont chacun un pouvoir qui est d'office sur leur profil, mais ils vont avoir la possibilité d'en sélectionner un autre dans une liste, et ils pourront en jeter un par tour. À savoir que certains de ces pouvoirs, voire l'intégralité de ces pouvoirs, sont plus puissants lorsque l'on les met sur un Tesseract et non pas sur un Cthane. Le premier pouvoir que je trouve sympa, c'est la météorite d'antimatière. Le Cthane qui va lancer ce pouvoir
va jeter un dé et sur 3, 4 ou 5, l'unité visible ennemie la plus proche à moins de 24 pas de lui subira 3 blessures mortelles. Savoir que si on fait un 6, on va infliger du coup 3 blessures mortelles plus des 3 blessures mortelles supplémentaires. À savoir aussi que si on met ce pouvoir sur le Tesseract, il ajoutera plus 1 à son jet de dés. C'est-à-dire que sur 2, 3, 4, on aura 3 BM, et sur 5 et 6, on aura des 3 plus 3. On a ensuite le pouvoir Feu Cosmique. On va le mettre sur le Ctan qu'on va envoyer au charbon parce qu'en fait c'est un pouvoir qui s'applique quasiment au corps à corps. C'est-à-dire que toutes les unités ennemies à moins de 9 pas de notre Ctan sur des 4+, vont se prendre des 3 blessures mortelles. Et à savoir que si on met ce pouvoir sur le Tesseract, et ben lui va distribuer directement 3 blessures mortelles. Et le dernier pouvoir que je trouve sympa, c'est le Regard de Mort. C'est le pouvoir qui est associé uniquement au Ctan Nyctophore. Ça lui permet, sur une unité ennemie visible à moins de 9 pas de lui, d'infliger des 3 blessures mortelles avec 3 dés sur des 4+. En ce qui concerne les objectifs secondaires, ce codex nous en offre un qui est plutôt sympa, qui s'appelle Éliminer la vermine. On ne va pas pouvoir l'appliquer au premier tour, mais par contre à partir du tour 2, pour chaque quart de table dans lesquels il n'y aura aucune unité ennemie, ou du moins entièrement dans le quart de table, on va pouvoir marquer 2 points de victoire. Si on se débrouille bien à interdire des zones, ou du moins à tanker dans sa zone, on va au moins à chaque tour lui interdire 2 quarts de table et marquer 4 points assez facilement si on arrive à bien tenir la map. Il est plutôt sympa, on verra ce qui deviendra à l'avenir avec le nouveau Chapter Approved, mais pour le moment il est, je pense, assez auto-include dans toutes les armées Necron qu'on va jouer. Pour les traits de seigneur de guerre, on a été un petit peu moins généreux sur ce codex, j'en vois pas beaucoup très utile. Je vais quand même vous en citer deux, les deux que je trouve en fait intéressants. Le premier, c'est Servant du Roi Silencieux, qui nous permet d'étendre nos auras à plus de 3 pas, pour un maximum de 9. Par contre, on remarquera que certaines aptitudes voient leur portée augmenter de jusqu'à 12, ce qui est plutôt sympa si on veut s'étendre autour de son personnage. Maintenant, il n'est pas obligatoire non plus. Celui que je préfère, c'est le deuxième dont je vais vous parler, qui est celui de Conquérant Implacable, qui permet une aura autour donc de ce personnage d'avoir, donc à moins de 6 pas, la possibilité de faire relancer les charges aux unités Necron amies. Ces unités devront être bases, et comme depuis la dernière FAQ, on a le droit à plein de nouvelles unités qui ont le mot-clé base, et ben c'est plutôt pas mal, ça fiabilise les charges. Moi en plus j'adore ce style de jeu, donc c'est plus ou moins celui que je mettrai à chaque fois que je jouerai une armée de CAC en tout cas. En termes de reliques, on a pas mal de choses, beaucoup d'armes que je trouve pas ultra utiles ou alors juste un peu drôles. Je vais pas vous les citer, mais je vais vous citer les deux que j'ai trouvé vraiment sympas. La première, c'est l'Orbe d'Éternité. Ça nous permet à la phase de commandement de sélectionner donc une unité à moins de 6 pas de ce personnage et de lui faire faire directement un protocole de réanimation si toutefois elle a perdu des unités. À savoir que ce protocole de réanimation aura au plus un bonus de plus 1. Ça veut dire qu'on relèvera des figurines, enfin qu'on récupérera des points de vie sur des figurines sur du 4+. Et ma relique préférée, celle que je joue à chaque fois, c'est le Voile des Ténèbres. Ça vous permet de redéployer en fait ce personnage et une unité qui est à moins de 3 pas de lui et de les redéployer pendant une phase de mouvement. Ça ne s'utilise qu'une seule fois par partie, mais ça vous permet en fait de déployer directement une unité à moins de 9 pas d'une unité ennemie. Et quand on a envie d'envoyer directement quelque chose dans la tronche de son adversaire et qu'on n'a pas nécessairement la mobilité pour le faire, et ben ça peut être plutôt sympa, ou même pour désengager un pack de guerriers Necron qui auraient été contactés au corps à corps pour les faire tirer par exemple. On en vient aux unités qui sont pour moi incontournables, mes préférées, enfin celles que je sors très souvent. Pour commencer, le Technomancien. Le Technomancien, on peut clairement, à l'heure actuelle, pas jouer sans. Il a des capacités de réanimation qui sont très bonnes. Il a quand même un bon mouvement, donc pour accompagner des guerriers Scorpec qui ont une bonne mobilité, ou même des spectres, il est quand même plutôt pas mal. Il est en mousse, donc il va très certainement mourir si on n'arrive pas à le protéger, mais par contre il est extrêmement utile et la figurine est magnifique. De plus, c'est un Cryptek et c'est du coup la figurine qui peut recevoir des améliorations qui sont quand même plutôt sympas et qui peuvent encore plus améliorer ses capacités de réanimation. On en vient à mon unité favorite du codex, enfin de l'armée Necron, c'est les factionnaires, j'adore, qu'ils aient les halbardes ou les épées d'hyperphase et les boucliers, je les trouve super. C'est des gros tanks quand on a les boucliers, surtout quand on fait des packs de 10. Ça peut être des très bons gardiens de but, ou d'une unité qu'on va garder pour du contre-close si l'adversaire vient nous chercher chez nous, ou tout simplement une unité qu'on va pouvoir téléporter grâce par exemple au Voile des Ténèbres pour aller casser la bouche de l'adversaire. J'adore cette unité, ce sont des figurines à rendu 5 qui ont 2 points de vie,
Et mine de rien, c'est quand même assez résilient et on est content de les avoir, surtout grâce au bouclier qui leur donne de l'invulnérable, car on en manque cruellement dans les bonnes unités Necron. Viennent les Destroyers Scorpek et Destroyer Locust. J'étais pas fan des datasheets de ces unités, même si je les trouve magnifiques, mais par contre, elles sont passées base depuis la dernière grande FAQ de Games Workshop, et ça les rend beaucoup plus jouables, voire complètement jouables. On a vu beaucoup de listes avec beaucoup de Destroyers qui revenaient sur la table. Les Destroyers, qu'ils soient Scorpek pour le corps à corps ou Locust pour le tir, sont de très bonnes unités, fiabilisables en plus avec des stratagèmes, qu'on peut relever grâce au technomancien. C'est vraiment cool. Moi, j'en joue à chacune de mes parties. Et bientôt, des petits destroyers de tir viendront s'ajouter au rang de mon armée. Des figurines que j'adore, le Cthane Dragon du Néant et le Roi Silencieux. C'est pas les meilleures figurines du jeu, c'est des figurines qui vont être focus et qui vont très certainement vite mourir si on met la ressource dedans. Par contre, ce sont quand même des personnages ultra stylés, qui ont une très grosse résilience. Le Roi Silencieux, ce qui est assez cool, c'est qu'il va booster autour de lui toutes les unités de prétoriens. Et moi, j'adore cette unité-là aussi, elle est très peu jouée. Et je pense qu'on peut les sortir justement autour d'un Roi Silencieux. Vous le verrez très certainement un de ces jours sur la chaîne. Et pour le Dragon du Néant, je trouve la figurine magnifique, même si c'est le moins bon des Cthane présents dans le codex en termes de règles, parce qu'il va uniquement nous servir à casser des véhicules, et encore, il le fera pas de manière très fiable. Mais la figurine est magnifique. Mine de rien, on peut pas lui enlever plus de 3 points de vie par phase, donc c'est une figurine qui est chiante à tomber. Moi je l'adore. On termine avec les Spectres Canoptech, j'adore cette unité, elle nous permet une forte mobilité, elle a en plus la capacité de se déplacer à travers les décors et à travers les figurines, que ce soit en mouvement, en advance ou en charge, et en plus de ça, lorsqu'on va se désengager d'une unité, ça ne nous empêchera pas de tirer avec nos armes de tir, et surtout de déclarer une charge avec cette unité. Ça en fait une unité vraiment relou pour l'adversaire, parce qu'en plus on a la possibilité de la projeter, surtout si on utilise la Dynasty Custom qui nous permet le mouvement d'avant-game, plus leur mouvement de base, plus Advance. Enfin, ça commence à pas rigoler, et ça fait de sacrés gros trous lorsqu'on pousse les effectifs, et en plus de ça, on peut les relever grâce au technomancien, et ça en fait une unité ultra résiliente et très impactante dans le camp de l'adversaire. L'armée Necron a tout de même beaucoup de points faibles. Je pense qu'à l'heure actuelle, son principal point faible, en fait, c'est d'être juste moins fort qu'un codex top tier, parce qu'on a quand même beaucoup de clés en main dans ce codex pour faire plein de choses. Maintenant, on manque cruellement d'impact au tir, au corps à corps, et surtout, les unités sont très chères. Elles nous coûtent cher en points de commandement, donc ça nous pompe beaucoup de ressources pour pouvoir faire quelques tricks avec les unités, et quand on les perd, c'est vraiment impactant, parce que les grosses unités du codex sont assez chères en points, du moins pour l'impact qu'elles font chez l'ennemi. En plus de ça, si on veut partir un petit peu dans le plus compétitif, on va se rendre compte que souvent il n'y a pas énormément de listes différentes qui vont impacter vraiment sur les tables. On va jouer beaucoup de guerriers, ou alors beaucoup de destroyers, et je trouve que ça enlève un petit peu de plaisir au jeu, étant donné que le codex est vaste et qu'il y a quand même beaucoup d'entrées à l'intérieur. C'est dommage de ne pas pouvoir tout jouer. En conclusion, cette armée est cool lorsqu'on démarre le hobby et qu'on n'a pas encore beaucoup d'expérience, que ce soit en termes de jeu ou de peinture. Le codex est peut-être pas ultra facile à lire, mais comparé à ceux qui sortent récemment, il est peut-être pas si difficile que ça. En termes de modélisme et de peinture, les débutants vont très vite s'y retrouver, parce qu'il y a des techniques très rapides pour avoir un résultat probant et pouvoir jouer avec des figurines peintes. Je pense que ça, c'est quand même un sacré avantage lorsqu'on rentre dans le hobby et qu'on n'y connaît pas grand-chose, ou du moins qu'on n'est pas encore un très bon peintre. Je trouve que c'est un très bon moyen de débuter le hobby sans trop se prendre la tête et faire des gros pâtés sur nos figurines. Là, une bombe de gris métal, de l'encre, 2-3 petits effets qu'on peut trouver très facilement sur des tutos sur internet, et on peut se retrouver avec des figurines super belles, avec mine de rien très peu de temps de peinture. Qui plus est, ce codex regorge d'entrées, ça nous permet de faire une armée très diversifiée. On va pouvoir faire du corps à corps si on a envie, du tir, si on a envie de jouer que du véhicule, on va pouvoir le faire, si on veut jouer que de la piétaille, on peut le faire aussi. On a des grosses figurines, on a des gros seigneurs de guerre, c'est vraiment cool. Je pense que pour un débutant, c'est plutôt sympa d'avoir autant d'entrées dans un codex, parce que ça donne envie de peindre plusieurs choses, de jouer plusieurs choses, et de renouveler un petit peu son gameplay pour avoir une bonne rejouabilité sur cette armée, si toutefois on va pas dans le plus optimisé. Voilà ce que je pouvais vous dire sur les Necrons. J'espère que si vous ne connaissiez pas ce codex et que vous aviez envie de vous y mettre, que je vous ai donné quelques clés pour vous lancer dans une armée Necron.
Si vous allez l'affronter, j'espère que je vous ai donné 2-3 clés et 2-3 trucs à savoir sur ce que vous allez vous prendre dans la tronche. J'espère en tout cas que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à y mettre un gros pouce bleu, à vous abonner à la chaîne, à activer la cloche pour être au courant des dernières sorties vidéo. Et on n'a plus qu'à se dire à bientôt dans la Wargame Room.